BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et bonsoir à toutes et à tous, il est 19h30 en ce jeudi soir, toujours très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Et au passage, je tenais à vous remercier car aujourd'hui, Tech Co a été le premier podcast téléchargé dans le monde de la tech sur Apple Podcast. Voilà, on était numéro 1 et je tenais à vous en remercier bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à nous réécouter, à nous regarder à la fois sur la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi sur l'appli BFM Business. Et on est tous les soirs, vous le savez, en direct, radio-télé sur BFM Business et bfmbusiness.com. Avec ce soir, donc dans Tech Co, la quotidienne, au sommaire, on va parler de Larry Ellison, qui est devenu en quelques fractions de seconde l'homme le plus riche du monde. On va tout vous expliquer, c'est le patron d'Oracle, bien évidemment. On parlera aussi d'Amazon, qui prépare des lunettes connectées. Tiens, ben voilà, Amazon s'y met aussi. Le géant de la tech s'apprête à lancer des lunettes. On verra un petit peu à quoi elles vont pouvoir ressembler, ces lunettes. Et puis tout à l'heure, je recevrai un personnage très intéressant. Il s'agit de Olivier Mével. Olivier Mével, c'était l'un des co-créateurs de Nabastag avec Rafi Aladjian. Il vient de sortir une espèce d'objet connecté qui ne sert à rien. Voilà. Mais c'est intéressant parce que malgré tout, il y a de la tech dedans. Et il viendra nous expliquer à quoi ça sert. Voilà le sommaire de ce Tech Co, la quotidienne. C'est le dernier de la semaine. Heureux d'être avec vous, bien sûr, comme chaque soir. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Oui, ça me fait assez rigoler quand même, un objet connecté qui sert à rien. D'habitude, on dit qu'un objet connecté sert à quelque chose. Bah là, Olivier Mével nous dit qu'il ne sert à rien. Donc on verra bien à quoi ça... C'est ça. Ça va être drôle. Et cet objet s'appelle la machine. Ça sera aux alentours des 20h45 qu'on évoquera tout ça. Le débrief de l'Actu Tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Marion Moreau qui est là. Salut Marion. Salut François. Marion Moreau, journaliste, fondatrice d'Hors-Normes Média. À tes côtés, Marion, c'est Michel Lévy-Provençal. Salut Michel. Salut François. Fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. C'est la rentrée pour Marion et Michel. Oui. C'est la première pour cette rentrée 2025 dans Tech Co. Rentrée chargée d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de choses. Tout le monde. C'est vrai. Jérôme Marin est là aussi. Salut Jérôme. Moi j'étais déjà là en août. Oui, c'est vrai. Tu étais pour la première ou l'une des premières. Oui, c'est ça exactement. Qui est fondateur de cafetech.fr. Cafetech.fr, newsletter à découvrir. Il suffit de vous y abonner. C'est gratuit et vous avez... tous les jours, c'est ça. Le résumé de l'Actu Tech. Voilà. Franchement, ça vaut le coup. Allez-y, le travail de Jérôme est top. Messieurs, dames, on va commencer par Oracle et par, on va dire, effet de billard, parler d'Elon Musk, qui n'est plus l'homme le plus riche du monde. Après la publication de résultats, on va dire, complètement fous, Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, a vu sa fortune personnelle bondir de 100 milliards de dollars et frôler, écoutez bien, les 400 milliards. Waouh! Ça fait beaucoup quand même. Il faut dire que son entreprise est devenue incontournable dans la révolution de l'IA générative et Anthony Morel nous en parlait ce matin. C'est quand même la plus grosse augmentation de fortune personnelle en une journée de l'histoire. C'est vrai que le titre Oracle a pris 35% hier et Larry Ellison possède toujours 40% de l'entreprise, entreprise qu'il a créée en 1977. Et Oracle, c'est un peu comme Nvidia, ça fait partie de ces entreprises qui sont des incontournables de la tech, qui sont des entreprises relativement anciennes et qui trouvent une sorte de seconde jeunesse grâce au boom de l'intelligence artificielle. À la base, Oracle, il faisait des bases de données, des logiciels pour les entreprises, des logiciels de compta, des logiciels RH, enfin, c'est ces boîtes dont finalement qu'on ne connaît pas forcément très très bien, mais qu'on utilise tous les jours directement ou indirectement. Mais ils ont pris le virage du cloud dans les années 2010 et surtout en 2020, ça a été leur coup de génie, le virage vers le cloud taillé spécifiquement pour l'intelligence artificielle. En gros, ce qu'ils fournissent, alors on appelle ça des clusters GPU, donc c'est des super ordinateurs avec des puces pour l'intelligence artificielle qui vont permettre d'entraîner les modèles et de les utiliser de telle manière que plus les modèles d'IA sont puissants et plus les gens utilisent l'IA générative, et c'est quand même le cas, et bien plus Oracle peut faire du business, et on le voit à travers les contrats incroyables qu'ils ont signés avec OpenAI, avec Meta, avec xAI, l'entreprise IA d'Elon Musk. Là, rien
donc hier, on a appris par le Wall Street Journal qu'Oracle avait signé un contrat de 300 milliards de dollars sur 5 ans avec OpenAI pour un data center géant de 4,5 gigawatts. Donc c'est la population d'une ville de population 5 millions d'habitants en termes de consommation électrique, pour que vous voyez l'ampleur des projets en fait qui sont mis en place par ces entreprises. Et donc évidemment, tout ça est très bénéfique à Oracle et à Larry Ellison, qui devient au moins temporairement l'homme le plus riche du monde, sachant qu'en plus de ses actions Oracle, il a une grosse participation dans Tesla, il a des centaines de millions de dollars dans l'immobilier de luxe en Californie, il a une île personnelle à Hawaï. C'est bien ça. Donc c'est bien, ça, c'est quand vous êtes très riche, c'est le truc ultime. C'est vraiment le truc ultime. Une équipe de voile, ça je sais que ça vous plaît aussi, qui a gagné l'America's Cup, c'est quand même pas rien. Et puis une philosophie de vie de tueur, j'allais dire. Je vous donne son slogan quand même. Il ne suffit pas de gagner, il faut que tous les autres perdent. Très sympa. Bonne ambiance, bon sympa. esprit. Et puis c'est un proche de Trump, Larry Ellison. Exactement. Mesdames, messieurs, on a présenté Marion Moreau, on a présenté Michel Lévy-Provençal, on a présenté Jérôme Marin, et j'ai oublié de vous présenter Bruno Guglielminetti, mesdames, messieurs. Je vois que c'est la fin de la semaine et ce n'est que la rentrée de cette saison 2025. Alors on va lui faire un accueil. Tony Truant, bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Bruno, alors écoute, vraiment toutes mes excuses. Je ne sais, tu sais quoi, dans la rapidité de truc, j'ai oublié de te présenter Bruno, qui évidemment est un fidèle de Tech & Co, vient nous voir régulièrement en visio depuis Montréal. Bruno, qui est journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique, et tout comme vous pouvez vous abonner à la newsletter de Jérôme Marin Café Tech, vous pouvez écouter les 120 secondes de tech de Bruno tous les jours. Tout va bien, mon Bruno? Oui, mais j'ai l'impression que tu avais plutôt hâte de parler d'Oracle, alors c'est pour ça que tu es passé directement au sujet. Ouais, et puis je voulais surtout écouter l'analyse d'Anthony Morel, toujours très intéressante. Tiens, écoute, voilà, c'est toi qui ouvre le bal. Oracle, Larry Ellison, voilà, qui d'un coup, comme ça, paf, devient l'homme le plus riche du monde et dépasse Elon Musk. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a il y a 1 an, personne, je dirais pas personne, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait sur son radar parce que ça a toujours été quand même quelqu'un d'assez discret si on le compare aux autres patrons du GAFAM. Et donc, lui, il faisait son petit bonhomme de chemin. Il a investi énormément d'argent dans l'IA avant que ça soit la mode. Puis là, il est en train de récolter son investissement. Et c'est important de le mentionner, c'est un proche de Donald Trump. Et d'ailleurs, il profite de la manne qui est amenée ou des opportunités d'affaires qui sont amenées par l'administration Trump aux États-Unis. Alors, tout ça mis ensemble fait que c'est une belle fenêtre pour lui. Et puis, il doit être très content de voir qu'il a remporté, même si tout le monde n'a pas encore tout perdu. Voilà, Oracle, la boîte bankable du moment, Marion. C'est un vieux monsieur, enfin c'est un vieux monsieur, c'est pas un perdreau de l'année, hein, Larry Ellison. Hein. Il a dépassé les 80, je crois. Ouais. Ah oui. On a toujours tendance Il a 43% encore d'Oracle. Oui, il est bien positionné. Alors au-delà de sa fortune qui est colossale, ce qui est intéressant, c'est qu'on met toujours un peu en avant on va dire les pure players, la jeune génération qui est arrivée, notamment la PayPal Mafia, mais on oublie ce genre d'entrepreneurs et d'acteurs qui sont derrière en coulisses. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est finalement, là encore, il ne faut pas oublier toutes ces entreprises de la tech traditionnelle. On est arrivé dans une époque où évidemment tout va très vite. On est très focusé justement sur le software, sur l'IA, etc. Mais il y a quand même des acteurs traditionnels qui restent en toile de fond. Et la politique de Donald Trump, j'ai le sentiment qu'elle va vers le soutien, à ses peut-être premiers soutiens. D'ailleurs, tu disais il y a un instant que cette personne était proche de Trump. Il y a pour moi... il était présent à l'investiture, par exemple. Quand on regarde les valorisations de Qualcomm, d'Oracle, tous ces acteurs qui forment la chaîne de valeur autour de l'intelligence artificielle, qui bien sûr concentrent toutes les attentions, eh bien il y a ces acteurs-là qui font pas trop parler d'eux, mais qui en coulisses, pour justement les data centers, ça c'est tout le sujet chez Oracle, mais on retrouve la même chose, c'est les acteurs du semi-conducteur, mais il faut pas les oublier parce qu'ils font pleinement partie de cette industrie. Il est propriétaire, alors ça c'est pour la petite anecdote, il a une île à Hawaï. C'est cool quand même. Donc il était déjà assez à l'aise, on va dire. Michel et après Jérôme. Oracle était en retard face aux autres acteurs sur ces sujets d'infrastructure. C'est une sorte de rattrapage d'ailleurs que le marché est en train d'applaudir. C'est une boîte qui a quasiment 50 ans. Hein. 77, je crois. Moi, je me rappelle,
c'était une autre époque, dans les années 90, on déployait des bases de données Oracle, ils travaillaient sur des bases de données. C'était quoi? C'était l'ancêtre du cloud, finalement. Oui, c'était les bases de données les plus utilisées. C'était des bases. C'était pas du cloud, c'était sur site, c'était sur des serveurs sur site. C'était des serveurs sur site, d'accord. Tu as installé une licence. Bon, bref. Et là, en fait, le sujet, c'est il y a effectivement un pic de la valeur de l'action Oracle qui est dû à des attentes, en réalité, des investisseurs. Est-ce que ça va tenir ? Parce que là, l'action est en train de redescendre. Et puis, il y a un autre sujet, c'est d'énormes investissements. Le contrat de 300 milliards qu'ils viennent de signer avec OpenAI, ça suppose beaucoup d'investissements en termes de matériel, d'infrastructures, en termes d'énergie. Je vous rappelle qu'il disait 4,5 gigawatts juste pour ce contrat. 4,5 gigawatts, c'est quasiment 4 réacteurs nucléaires. Donc il va falloir les alimenter. Et ça demande non seulement des investissements, ça demande des problématiques des infrastructures. De régulation aussi, parce qu'il va falloir dealer avec les différentes autorités. Il faut du foncier pour arriver à monter des data centers et arriver à trouver cette énergie. Donc beaucoup de promesses. On va voir ce que Oracle va pouvoir délivrer dans les 2 à 3 années qui viennent, parce que c'est un contrat qui... En fait, on va voir les résultats en 2027. Non, il commence en 2027. Ouais, c'est ça. Ouais. Jérôme, juste d'abord une précision. Il y a 2 actualités là. Bon, effectivement, si on parle d'Oracle, c'est que il signe avec OpenAI. OpenAI vient de signer ce contrat monstrueux de 300 milliards qui est à peine croyable en fait. Ouais. Alors juste d'abord, juste une précision, Larry Ellison n'est pas patron d'Oracle, il n'est plus patron depuis 2014. Il est aujourd'hui, il a un poste de Chief Technical Officer et puis il est patron du conseil d'administration. Donc c'est plus lui qui est vraiment aux manettes au quotidien en tout cas, mais c'est lui qui incarne l'entreprise quand vous avez les événements, il est toujours là et c'est la figure de l'entreprise. Et comme tu l'as dit, c'est encore lui l'actionnaire principal d'Oracle. Sur Oracle, oui, exactement, il y a ce contrat et en fait, pourquoi Oracle a monté autant? C'est qu'ils ont dit on a 320 milliards de contrats, on a signé 320 milliards de contrats dans le cloud. Ils ont dit ça, c'était lundi, me semble-t-il, ou mardi. Et puis hier, on a appris que sur ces 320 milliards, en fait, il y en a 300 qui viennent d'OpenAI. Et donc, ce qui est un énorme contrat, et je disais tout à l'heure, quand j'ai mis ça sur ChatGPT disait c'est une erreur, c'est pas possible qu'on ait 300 milliards de contrats dans le cloud. Lui-même n'était pas au courant qu'il allait dépenser autant d'argent. Mais c'est aussi un risque en fait pour Oracle, parce qu'en fait la valorisation de l'entreprise a monté parce qu'il y a ce contrat, mais est-ce qu'OpenAI aura les 300 milliards à mettre? Parce que 300 milliards, c'est 60 milliards par an en moyenne. OpenAI aujourd'hui fait un chiffre d'affaires de 12 milliards par an. Donc on est vraiment très loin des 60 milliards qu'il faudra mettre. Donc pour Oracle, c'est un risque. En tout cas, les investisseurs, tu l'as dit, ils font confiance à Oracle. Ils pensent qu'ils vont réussir à investir parce que c'est beaucoup d'investissement et après à récolter les fruits de leur investissement. Mais si OpenAI ne monte pas autant que Sam Altman le pense, eh ben, ça sera un risque important pour Oracle. Et en tout cas, c'est vrai que leur valorisation actuelle, elle est quasiment fondée que sur un seul contrat. Donc c'est quand même un risque important. Est-ce que vous pouvez, l'un d'entre vous peut m'expliquer pourquoi OpenAI va laisser 300 milliards de dollars à Oracle? Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Quelle est la collaboration qu'ils vont mettre en place? Pourquoi on sait qu'OpenAI a besoin de Nvidia, c'est clair. Mais ils ont aussi besoin de quoi? De ces bases de données? Non, pas du tout. Là, c'est du cloud. C'est du cloud pur. Ils vont remplacer. En fait, OpenAI, depuis le départ, depuis 2019, ils s'entraînent leur modèle sur Azure, donc Microsoft. On sait que les relations avec Microsoft ne sont pas bonnes, donc ils sont en train de chercher des alternatives. Mais oui, c'est ça. Et l'alternative qu'ils ont trouvée, c'est Ellison, parce que c'est Oracle, parce qu'Oracle n'est pas en compétition directe avec Microsoft, parce que Microsoft est toujours le premier actionnaire d'OpenAI, donc il y a toujours des relations un peu tendues. Et donc ils vont chercher ça, ils vont chercher du calcul. Pour Sam Altman, sa vision, c'est que l'IA va être partout, avec l'IA agentique, avec les robots et tout le reste. Et donc, il faut de la puissance de calcul. Et la puissance de calcul, on va chercher dans le cloud. Et au lieu d'aller mettre chez Microsoft les 300 milliards, on va les mettre chez Oracle. Sur ce point, il y a un signal intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, Microsoft commence à intégrer dans Microsoft Office Claude d'Anthropic. Et plus seulement les modèles d'OpenAI. Donc, il y a aussi une sorte de... Mistral aussi, je crois, est intégré dans... Il y a Azure. Sur Office. Là, je parle d'Office. OK. Et alors, il y a une sorte de découplage, je dirais, entre OpenAI et Microsoft après le grand mariage. Là, il y a un petit divorce qui est en train de s'établir et OpenAI qui est en train de trouver un autre partenaire de poids. Et en l'occurrence, en mettant autant d'argent chez Oracle, c'est une manière finalement de gagner en indépendance par rapport à Microsoft. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut voir au travers de ces 2 signaux, investissement de 300 milliards et de l'autre côté, Microsoft qui intègre Claude dans Office.
On se souvient, on avait parlé d'Oracle assez régulièrement dans Tech & Co il y a quelques mois, à l'époque où, rappelez-vous, Trump voulait que Oracle rachète TikTok. Vous vous souvenez de ce truc-là? Je crois que c'était lors du premier mandat de... C'était lors du premier mandat et lors du deuxième. Et lors du deuxième. Tiens, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure de TikTok s'il nous reste du temps. TikTok qui a une espèce de laissez-passer américain là, depuis l'arrivée de Trump de manière illimitée, en fait. On en parle plus en France en ce moment. C'est ça. Parce que d'habitude, enfin, à chaque fois, c'est 90 jours de réflexion supplémentaire pour pour sceller en fait le futur de TikTok. Mais il n'y a rien de news là, il n'y a rien de neuf. Non, mais en fait, TikTok laisse pourrir la situation parce qu'ils savent très bien que Trump ne veut pas interdire TikTok, il ne veut pas être le président qui interdit TikTok. Donc, il laisse pourrir la situation, il laisse traîner. Et puis, au fur et à mesure, leur pari, c'est de dire qu'ils vont abandonner la vente forcée de TikTok. Ouais. Bon, écoutez, on verra bien comment tout ça se poursuit. Il est 19h45, Tech & Co, la quotidienne. On va parler maintenant d'un autre sujet qui est très intéressant et qui montre encore une fois l'impact de l'IA dans nos sociétés et dans certains secteurs particuliers. Tout à l'heure, on évoquera l'IA et le cinéma et la volonté d'OpenAI qui veut créer un film qui serait présenté au Festival de Cannes, un film d'animation qui serait présenté au Festival de Cannes l'année prochaine. Mais auparavant, et c'est assez représentatif en fait de la panique que crée l'IA un petit peu dans certains secteurs, on va parler de la voix française du jeu Tomb Raider, qui a été plagié par l'intelligence artificielle. Il s'agit de Françoise Cadol. C'est vrai que cet été, une réédition de plusieurs épisodes a été vivement critiquée par les fans, parce que la voix de Léorine, donc cette actrice, a été générée artificiellement, et une procédure judiciaire est lancée contre l'éditeur américain. Nathan Cocampo nous explique cette histoire et après, bien sûr, on débat là-dessus. Lara Croft, aventurière britannique, une dizaine de jeux à son actif depuis 1996, des films et une voix française irremplaçable, celle de Françoise Cadol. Enfin, plus depuis le 14 août dernier, lorsque la comédienne découvre qu'une mise à jour de l'éditeur a recréé, ou plutôt imité sans émotion, sa voix grâce à l'intelligence artificielle. Ma voix m'appartient, j'étais au courant de rien. Le texte, je ne sais pas. C'est ma personnalité, c'est ma liberté. C'est pas une question d'argent, là il y a une question d'irrespect total, comme si on n'existait pas. L'intelligence artificielle a le droit de s'entraîner grâce aux données qui lui sont accessibles, mais Françoise Cadol avait mentionné expressément en ligne un droit d'opt-out, un dispositif légal qui interdit toute utilisation de sa voix. Elle a donc lancé une procédure de mise en demeure contre l'éditeur américain Aspire Media. Son avocat, Jonathan El-Kaïm, pousse pour une amélioration du cadre législatif. À mon sens, ce droit d'opt-out devrait être remplacé par un droit d'opt-in, c'est-à-dire de base, refuser expressément que les données puissent faire l'objet d'un entraînement par l'intelligence artificielle et que dans des cas très précis, contractuellement, le comédien en question puisse les autoriser. La comédienne demande le retrait de la mise à jour et souhaite avant tout faire un exemple pour mieux protéger sa profession face à l'IA. Une affaire qui rappelle celle d'Alain Dorval, comédien décédé l'an dernier, la voix française de Sylvester Stallone, une voix qui a été recréée depuis avec l'intelligence artificielle pour un nouveau film avec l'acteur américain. On en avait parlé de cette histoire d'Alain Dorval, voix mythique du cinéma français qui doublait Sylvester Stallone, qui nous a quittés il y a peut-être un an ou deux. Et donc le studio Amazon Prime avait décidé de numériser sa voix pour la bande-annonce. Et je ne sais pas si vous aviez vu cette bande-annonce, c'était nullissime en plus. J'ai l'impression qu'ils avaient fait ça avec je sais pas, des moufles. C'était vraiment nul. Mais typiquement, là, ce qu'on vient de voir, des histoires comme ça, on va en avoir de plus en plus. Là, c'est le début de la vague du tsunami. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être terrible. Bruno, tu as suivi cette histoire, c'est dingue. Et c'est exactement pour cette raison que les acteurs à Hollywood sont sortis il y a 2 ans, pendant l'été, pour justement aller s'assurer qu'on n'allait pas faire ça. Et là, c'est un beau cas, c'est exactement ce que tu as évoqué dans cette grève des acteurs. Et eux ont été chercher une certaine protection. Mais là, les acteurs à travers la planète se disent qu'il va falloir que dans chaque pays, ça soit fait parce qu'il va y avoir le vol de l'ADN des acteurs, des voix, qui vont être utilisées s'ils ne sont pas protégés correctement. Marion. D'ailleurs, on parlait à l'instant d'OpenAI, vous l'avez peut-être vu, mais OpenAI signe avec Hollywood pour un film qui sera généré par IA. Oui, on en parlera tout à l'heure. 30 millions de dollars, c'est-à-dire pas grand-chose au regard des budgets d'Hollywood habituellement. Film d'animation, un peu à la Pixar, visiblement. Oui, mais il y a quand même une percée de l'IA dans le monde audiovisuel. Moi, personnellement, je ne suis pas autour de la table, je connais des acteurs et des comédiens, des voix off qui n'ont plus de travail aujourd'hui.
C'est dingue, hein. Plus de travail. La voix off est en train de disparaître. Oui, les publicités, aujourd'hui. Oui, la voix off, la traduction, c'est très facile. Hein. Faut pas croire que c'est compliqué. Il y a des outils aujourd'hui sur Internet. Je vous en donne un, Eleven Labs. Vous allez sur le site d'Eleven Labs, vous enregistrez quelques minutes de votre voix et vous avez un avatar vocal à qui vous pouvez donner des textes et qui va vous donner, il va vous rendre votre voix en lisant le texte. C'est très simple à faire. Moi, je me demande ce qui est passé par la tête de l'éditeur d'avoir fait ça. Quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et puis tu sais que tu vas te faire... mais oui, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Et je pense qu'il faut effectivement qu'on mette en place des règles et puis même, je dirais, on n'a même pas besoin qu'il y ait... J'ai envie de dire qu'on n'aurait même pas besoin qu'il y ait de loi. Il faudrait presque que les éditeurs intègrent cela dans leur charte éthique. Ça fait partie aussi d'une certaine qualité qu'on peut rendre aussi au public en s'engageant à ne jamais faire ce genre de choses. Donc moi, je pense qu'elle va gagner, évidemment, sur cette... Ah bah là, enfin, je sais pas, non, elle va pas gagner. Je pense pas, non. Aujourd'hui, juridiquement, il n'y a rien qui, dans la loi, protège une voix, en fait. On peut cloner ta voix, il n'y a rien qui la voix n'a pas de droit d'auteur sur la voix, en fait. Donc après, ça dépend. Alors, mais t'as vu, il y avait cette histoire d'opt-in et d'opt-out. Elle le dit sur son contrat. Ouais, il y avait ça. Bah, sur son contrat, ça m'étonnerait. Quand elle a fait le premier Tomb Raider en 1999, quelque chose comme ça, je pense pas qu'il y avait une clause qui disait la voix, elle m'appartient et on ne pourra pas l'utiliser pour faire de l'IA. Donc, je sais pas, je connais pas son contrat, mais à mon avis, juridiquement, c'est difficile. Ça va être c'est pas gagné d'avance parce que le droit d'auteur, il s'applique pas sur la voix, en fait. Donc, si on veut répliquer la voix, on peut. Et aujourd'hui, je sais pas, quand on va générer des photos de personnalités sur ChatGPT ou sur d'autres, il y a un droit à l'image, il ne s'applique pas non plus. Donc, c'est un peu la même chose, finalement. Mais il faut justement tout poser par terre. Mais la réglementation, aujourd'hui, n'existe pas, en tout cas. C'est pas tout à fait la même chose. Pardon. On a eu pas mal de sujets autour des styles, en l'occurrence, dans le cas... Au moment où exactement. Au moment de la sortie de ChatGPT Images, il y a eu ce problème-là. Effectivement, on n'a pas pu trancher. Mais la pression sociale va être telle... ça, c'est autre chose. Oui, non, mais c'est ça que je voulais mettre aussi sur la table. La pression sociale va être telle qu'on ne peut pas imaginer que la jurisprudence intègre ce genre de pratique. Il va y avoir à un moment donné une régulation pour permettre, ne serait-ce que venant de la part des éditeurs, pour permettre à... je dirais, ces acteurs à ne pas apparaître comme étant les grands méchants de l'écosystème. Et on va peut-être parler aussi de la question du cinéma. Alors, ça sera plus tard. C'est un autre sujet. J'aimerais donner la parole à Bruno, parce que depuis tout à l'heure, il lève la main. Bruno. Oui, je voulais juste ramener, je serais peut-être le méchant dans cette histoire-là, mais il y a l'autre approche aussi qui est en train d'être regardée très sérieusement par les studios, notamment américains, qui, eux, disent, et la plupart des protagonistes dans cette histoire-là sont bien d'accord, c'est plutôt d'utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à un acteur américain qui ne parle aucune autre langue que l'anglais, de se voir être emprunté sa voix, l'ADN de sa voix, pour être utilisé dans une adaptation, par exemple, française, japonaise ou dans d'autres langues. Et donc, imaginez entendre Tom Cruise avec l'ADN de la voix de Tom Cruise, avec son ton, son débit, mais il parlerait en français. Et c'est ça que il y a plusieurs studios qui sont en train de regarder. Ouais. Et évidemment, les agents de ces acteurs-là se disent, c'est merveilleux, on négociera une surprime dans leur contrat. Mais là, imaginez ce que ça veut dire, c'est le phénomène papillon, là, ce que ça va vouloir dire dans tous ces pays où il y a une économie du doublage et de la voix off. Si on commence à utiliser les voix originales, mais dans d'autres langues, là, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui vont perdre leur emploi et tout un écosystème qui va être chambranlé. Et tu as raison, Bruno. Et en plus, c'est difficilement défendable, ça, parce que c'est vrai que c'est assez logique d'entendre la vraie voix d'un comédien dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est vrai que mais là, il y aura un contrat. Je veux dire, à un moment donné, à partir du moment... Mais à ce moment-là, en fait, le doubleur se retrouve coincé, parce que forcément, ça sera mieux que sa voix, parce que ça sera la voix originale du comédien. Si, évidemment, la numérisation est faite dans de bonnes conditions, et si on garde les bonnes intonations, s'il n'y a pas l'accent, etc. Mais franchement... Alors, certains te diront, on s'attache aussi à la voix VF. Regarde la voix de Stallone, par exemple. Oui. La voix VF de Stallone... mais à part quelques voix iconiques, je pense. Mais c'est vrai, à part quelques voix, par exemple, et il y en a de moins en moins en plus. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, les Simpsons, par exemple. La voix des Simpsons en France. Elle est beaucoup mieux en français qu'en anglais, soit dit en passant, la voix. C'est vrai.
Mais qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Ça va être normalisé, tout ça. Ouais. C'est une question, comme disait, c'est une question d'acceptation sociale, en fait, d'acceptation. Si les studios pensent qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y aura pas de complainte, enfin de plainte par rapport à ça, ils le feront. S'ils se disent, ben non, finalement, il va y avoir des contestations et peut-être que notre film ne va pas aussi bien marcher parce que les gens ne vont pas aller le voir, là, ils ne le feront pas. Mais c'est que ça, en fait. Je pense que c'est vraiment une question de risque-bénéfice. Et si les bénéfices sont plus grands que les risques, eh bien, ils le feront, de toute façon. Il n'y a pas sans état d'âme, à mon avis. Ou alors Hollywood se réveille, puisqu'on a vu les manifestations il y a 2 ans, quand même, elles étaient petites, mais elles nous ont marqué, elles ont marqué les esprits, parce qu'il y a eu quand même des grosses protestations qui étaient assez visionnaires à l'époque, déjà. Et oui, voilà là, des exemples concrets de l'impact de l'intelligence artificielle sur la société, sur des secteurs, sur des métiers, des talents, et on n'en est qu'au début, hein. On n'en est qu'au début. 19h55, petite pause, les amis. On revient dans un instant avec Marion Moreau, Michel Lévy-Provençal, Bruno Guglielminetti qui est en visio avec nous depuis Montréal, et Marion Moreau et Jérôme Marin. Parce que Marion Moreau, j'ai cité 2 fois, alors je l'aime bien, mais quand même, ça fait un peu too much. Jérôme Marin aussi. Vous restez là. Dans un instant, on va évoquer ce qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire l'OpenAI et le cinéma. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Là, OpenAI veut être présent aussi dans le cinéma et faire des films qui devraient être présentés même au Festival de Cannes. Et l'année prochaine, film d'animation, on vous explique tout juste après cette petite pause. C'est Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, il est 20h. Merci d'être là, belle soirée. Et merci de nous avoir choisi Tech & Co dorénavant, vous le savez, 19h30, 21h, du lundi au jeudi. Michel Lévy-Provençal est avec nous, Marion Moreau, nous avons Jérôme Marin et Bruno Guglielminetti depuis Montréal en visio. Et bien on va rester encore une fois dans on va dire l'écosystème OpenAI et de l'intelligence artificielle avec cette annonce qu'OpenAI a faite. OpenAI se lance dans le cinéma de manière sérieuse. En fait, OpenAI veut faire quoi ? Veut prouver qu'ils sont très bons aujourd'hui en vidéo et que un film d'animation, ça ne leur fait pas peur. Et ils ont décidé de faire un film qui, avec un budget de 30 millions de dollars quand même, mais donc toutes les séquences de dessins animés seraient générées par ChatGPT. Enfin, je ne sais pas quel outil ce sera. Je pense que c'est GPT-5 qui regroupe aujourd'hui tous les outils IA d'OpenAI. Alors, ça serait écrit par de vrais scénaristes, d'accord ? Donc il y a quand même de l'humain dans l'histoire. En fait, c'est pas de l'automatisation complète, c'est vraiment de l'hybridation. Et ça, c'est un point. En fait, c'est toute la partie animation 3D. En réalité, c'est l'évolution des outils numériques qu'on a pu connaître, de la 3D, les outils graphiques qui ont permis de construire toute une série de nouvelles œuvres, notamment l'animation. Mais cette fois-ci, l'IA arrive sur le marché. Donc c'est gain en termes de coûts, parce que c'est beaucoup moins cher que de déployer des studios. C'est gain en termes de rapidité. On peut plus facilement et plus rapidement mettre sur le marché une nouvelle œuvre, mais on garde toute la dimension humaine de création. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette hybridation. On est vraiment dans une symbiose IA, humain. Si OpenAI arrive à réussir son coup, ils vont pouvoir gagner une place dans le cinéma. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'en revanche, si on perçoit la différence entre cette œuvre qui va être générée avec une œuvre entre guillemets humaine et qu'on a cet effet un peu d'uncanny valley, un peu ce côté bizarre qu'on a parfois avec l'IA, je pense que ça va donner un coup à OpenAI dans le monde du cinéma. Alors derrière vous, si vous êtes avec nous à la télé, on vous montre des images. Eh bien, c'est en quelque sorte la bande-annonce ou des premières images de ce film qui s'appelle Critters. Et c'est quand même assez impressionnant. Il y a de la profondeur, c'est joli. Et je fais souvent le parallèle avec Pixar parce que Pixar, c'est vraiment que de la technologie, mais il y a de l'émotion parce que derrière, il y a des scénaristes, il y a des conteurs d'histoires qui font que parfois on pleure, on verse une larme quand on regarde un Pixar. Si OpenAI arrive à faire ça, ils ont tout gagné, non Jérôme ? Et après Bruno. Alors là, on est sur un autre point, parce qu'il y a le point technologique où là, on peut faire... je pense qu'on ne verra pas forcément trop la différence avec d'autres films d'animation, en tout cas avec
peut-être pas les meilleurs films d'animation, en tout cas sur le terme de dessin on verra pas trop la différence. La vraie question c'est le terme de scénario, c'est le terme de l'émotion, et ça c'est un métier en fait. Alors les gens qui font ça, c'est pas OpenAI qui le fait directement, c'est un studio qui les aide. Qui est spécialisé là-dedans. Voilà, est-ce d'ailleurs. qu'ils seront aussi bons que des Pixar et d'autres? Et en fait ce film, je pense qu'il a tout à perdre, enfin il a beaucoup à gagner, mais il a aussi tout à perdre parce que ça a tellement attendu qu'il a intérêt d'être bon, parce que s'il n'est pas bon, les gens critiqueront très rapidement, il y aura des parallèles qui seront faits très vite. Ah ben voilà, c'est ça l'IA, c'est ça cette histoire pourrie qui a été faite par l'IA, même si derrière c'est pas forcément l'IA qui a fait l'histoire. Mais voilà, donc il y a vraiment un double tranchant. Si ça marche, très bien, parce qu'ils prouveront que on peut utiliser l'IA dans le cinéma pour faire des films, mais pas forcément les films en entier. Ça peut être des effets spéciaux, ça peut être autre chose. Si ça marche pas, ça reviendra un retour en arrière. Il faudra reprouver encore. Parce que, alors pourquoi OpenAI? On se dit, mais c'est quoi? C'est un galop d'essai, etc. Mais en fait, OpenAI veut montrer au studio que, ce qu'ils font, c'est de qualité. 2, au lieu de mettre 3 ans pour faire un film, là, Critters, leur objectif, c'est de le faire en 9 mois. Okay, et donc forcément, ça coûte beaucoup moins cher. 30 millions de dollars pour faire un film de ce niveau. Alors, on verra après la qualité, mais normalement, c'est beaucoup plus cher versus un Pixar, finalement. Et c'est ça que veut montrer OpenAI, c'est que finalement, je pense que l'humain gardera toujours la main, mais toute l'animation est faite aujourd'hui par une IA générative qui fait que ça va beaucoup plus vite et ça coûte moins cher. Bruno, qu'est-ce que tu en penses ? Ben oui, puis pour s'assurer de bien fonctionner, en tout cas de réussir, puis justement d'avoir de l'humain là-dedans, ils sont associés avec des humains, justement, mais surtout, ils sont associés avec Vertigo Film, qui est quand même un studio qui est établi, qui fait dans la télé, qui fait dans le film, et donc, c'est des gens qui connaissent le métier, c'est des gens qui sont, c'est des conteurs, c'est des raconteurs, c'est des scripts, et donc, ils savent travailler. Alors, tout le côté histoire, moi, j'ai pas peur. Tout le côté visuel, ben, tu le disais, et c'est effectivement ça. Moi, j'ai des antennes chez OpenAI qui me disaient qu'essentiellement, eux, l'idée derrière ça, c'est de montrer à Hollywood qu'ils sont capables de produire autant que d'autres studios avec qui ils faisaient affaire pour les effets spéciaux en Australie ou au Canada. Et donc, ils veulent se positionner dans l'industrie pour essayer de développer ce marché-là. Alors, va falloir voir. Puis on attendra le Festival de Cannes pour voir à quoi ressemble Critters. Mais ce qu'on voit déjà circuler, les extraits que tu présentes à l'antenne derrière toi, et puis aussi ce qui est disponible sur YouTube, on voit des images qui sont de même qualité que certains longs-métrages animés qu'on a déjà vus. Et les scénaristes qui sont derrière ont écrit le scénario de Paddington au Pérou. Alors, je ne suis pas un spécialiste des Paddington, mais visiblement, ce sont des films des films d'animation pour enfants qui ont un certain succès. Donc, c'est pas des rigolos qui sont derrière ce projet. Non, je pense que, si tu me le permets, juste là-dessus, je pense qu'au contraire, Pixar a beaucoup de soucis à se faire, parce que tu disais qu'il y aura toujours un peu d'humain. C'est pas certain. Sans être complètement dystopique, c'est pas certain que demain on puisse pas faire pour encore moins que 30 millions de dollars un très bon film d'animation où finalement on aura une production qui aura été préparée de A à Z par des machines, avec des voix synthétisées, avec des banques d'images qui seront à disposition et bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi, je pense que quand même Pixar est en mauvaise position par rapport à cette première démonstration, qui, c'est vrai, c'est une première démonstration, mais enfin, ils mettent le pied quand même à l'étrier. Ça me rappelle beaucoup ce qu'a fait Amazon Prime sur la diffusion dans un autre genre, mais sur l'entrée de ces pure players, ces jeunes acteurs de grosses industries créatives. Amazon Prime qui est rentré sur les tournois de Roland-Garros par la petite porte en diffusant quelques matchs la nuit, et qui aujourd'hui est vu comme un sponsor extrêmement important, voire demain majoritaire, pour financer ce type de tournoi. Alors ils ont toujours les matchs du soir, chasse gardée, France Télévisions toujours. Tu sais comment ça se passe, on rentre par la petite porte et à un moment donné on devient incontournable. Et puis ils ont beaucoup d'argent. Exactement. Et la dernière chose que ça me suscite, ce ballon d'essai qui est un coup de com' aussi d'OpenAI, soyons lucides. Oui, c'est clair. C'est quand même... vous savez que Hollywood, Bollywood, le cinéma a fait la culture, et depuis toujours, au-delà d'autres types de spectacles. Mais il y a un narratif qu'il faut regarder de près. On parle beaucoup de narratif en ce moment entre les différents continents. On est quand même dans une bataille géopolitique intense. Et Hollywood a fait l'histoire de l'Amérique, a fait le récit américain, notamment avec ses grandes super productions où on mettait l'Amérique comme des éternels héros sauveteurs de la terre entière,
conquête à la conquête de Mars, etc. Moi, j'aimerais, je me pose la question dans un futur proche ou moins proche, de savoir dans quelle mesure les récits de ces continents, notamment les États-Unis, vont pas être drivés par les nouveaux acteurs qu'on voit là, et comment vont être écrits ou rédigés ou promptés demain les scénarios de ces futurs films d'animation. C'est sûr que ça suscite beaucoup d'interrogations, parce qu'on peut se dire que voilà, en 2026, il y aura un film d'animation, mais en 2030, il y aura un film d'action. Il y aura un film d'action avec, photoréaliste. Oui. C'est clair, c'est obligatoire. Il faudra garder la forme et le fond aussi. C'est clair. Mais et là, c'est là où tu as tout à fait raison. C'est que l'émotion, jusqu'où, et alors là, on ouvre des portes philosophiques un peu étonnantes, mais est-ce que l'IA va comprendre nos émotions pour arriver à nous en susciter des émotions? C'est ça le truc. En faisant des scénarios, voilà. Mais ça, on ne sait pas encore si on pourra arriver jusque-là. Mais bon, écoutez, Critters, je ne suis pas sûr que j'irai au cinéma le voir, mais bon. Hein? On regardera sur Netflix. Voilà, on regarde. J'ai eu peur. Je croyais que tu allais dire un truc en streaming, en pirate ou quoi. Non, Jérôme, pas sur BFM Business. On enchaîne avec Amazon. Tiens, on évoquait justement Amazon Prime Video il y a un instant. On va parler maintenant d'Amazon, le commerçant qui s'apprête à lancer, en tout cas prépare des lunettes connectées. Alors, ce n'est pas des premières lunettes connectées d'Amazon. Ils en avaient sorti il y a 1 an ou 2, mais qui étaient passées totalement inaperçues parce qu'elles ne faisaient pas grand-chose. C'était des lunettes un peu à la Bose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était des lunettes qui ne faisaient que vous permettre d'écouter de la musique parce qu'il y avait des petits haut-parleurs dans les branches. Et il y avait un micro pour que vous puissiez passer des appels. Mais il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Enfin, vraiment, c'était des AirPods, mais en forme de lunettes, quoi. Sauf que, évidemment, Amazon ne va pas laisser le train passer comme ça de la lunette connectée et visiblement serait en train de sortir un modèle, alors à la fois pour le grand public, mais ce qui est intéressant aussi pour ses employés et notamment pour ses livreurs. Parce qu'on le sait, et de temps en temps, on s'intéresse beaucoup justement dans Tech & Co au futur à la manière dont Amazon imagine le futur de la livraison et comment encore accélérer la livraison de tout ce qu'ils font. Et ils ont plein évidemment de technologies, et on peut imaginer que le livreur, avec ses lunettes, pourrait être complètement guidé finalement sur le palier où il doit poser son, je sais pas moi, par exemple son colis, avoir des informations complémentaires, etc. Peut-être passer un coup de fil directement. Faire des photos pour prouver qu'il a bien livré, par exemple. Voilà, ce qui arrive de plus en plus souvent. Moi, j'ai reçu un colis avec en photo la boîte aux lettres, pour dire, voilà, le colis est dans la boîte aux lettres. Tiens, il faudrait que j'aille vérifier parce que je n'y suis pas encore allé. Il n'y est peut-être plus là. Peut-être qu'il n'y est plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ces lunettes? Tiens, Bruno, tu as suivi, alors je sais que tu suis très attentivement, tout comme nous, les news Amazon, notamment tout ce qui touche le delivery, en fait, tout ce qui est livraison. Qu'est-ce que tu en penses? On l'a vu l'année passée, les gens d'Amazon voulaient épater la galerie en présentant toute la technologie qu'ils étaient en train d'installer dans les camions de livraison. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que maintenant, ils veulent équiper leur livreur, l'humain, qui fait encore ce travail-là en attendant qu'un robot le remplace, d'être connecté à son camion et d'être connecté au réseau d'information d'Amazon, justement, d'une part pour perdre moins de temps à savoir où aller livrer les choses, avoir moins d'hésitation. Puis vous le savez, puis ça a été ça qui a été présenté quand on nous parlait du camion qui pointe carrément au livreur quel colis il doit aller porter, le ramasser, puis pour s'assurer qu'il ne prend pas 2 colis, on lui indique quel colis, s'il y en a 2, s'il y en a 3, lesquels prendre. Maintenant, on est en train de faire un prolongement de ce système d'automatisation, de contrôle de la livraison. Et donc là, c'est embarqué avec une paire de lunettes. Donc, ça sert autant le livreur pour s'informer et accéder à de l'information que Amazon de suivre la livraison du produit. Alors, c'est assez habile de leur part. Puis de l'autre côté, évidemment, je pense à la version pour le grand public. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, les premières lunettes qui avaient été présentées, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. C'était des lunettes augmentées, mais avec de l'audiovisuel, si vous voulez. Et là, on parle de quelque chose de mieux, carrément avec un écran d'un côté qui va permettre d'accéder à de l'information et probablement aussi d'accéder à Alexa+. Alors là, on commence à sérieusement embarquer dans le monde des vraies lunettes connectées. Ouais.
Petit écran couleur, visiblement, parce que alors là, on quitte le monde des livreurs, mais parce que Amazon planche, comme le disait Bruno, sur une version pour le grand public, avec un écran couleur dans les lunettes. Alexa plus qu'on pourrait interroger pas mal, intéressant, hein, parce que l'IA d'Amazon doit être cool. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Michel? De toute façon, la question des lunettes connectées, c'est la question des 5 prochaines années. On va aller vers ces nouveaux devices. C'est aussi une problématique de design. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ce type de lunettes, il va falloir que ces lunettes se fondent, je dirais, dans l'environnement, sur notre visage, pour pas que ça fasse bizarre, un peu comme il y a eu à un moment donné les Google Glasses, ou à la limite, les dernières Meta, elles sont beaucoup plus faciles à porter parce qu'on voit pas tellement les caméras. Pour ceux qui connaissent, on voit les caméras. Mais la question qui se pose par rapport à ces lunettes, parce qu'on a vu quelques modèles arriver sur le marché, c'est de savoir quelle forme réelle elles vont avoir. Je parle de celles qui ont de la réalité augmentée, pas celles qui simplement sont capables de faire écouter de la musique ou de dialoguer avec Alexa. Comme les Ray-Ban Meta qui sont disponibles aujourd'hui. Celles qui ont vraiment de la réalité augmentée, c'est-à-dire un écran, fameux écran couleur. Est-ce que ce sont des grosses lunettes à la manière d'un casque, ou est-ce que ce sont des petites lunettes très fines? J'étais en plateau il y a quelques mois, je ne sais pas si tu te souviens, François, avec une paire de lunettes de réalité augmentée de chez Even Realities. Que tu avais chopé chez Google, non? Enfin, lors d'un événement au Google. Non, ils ont été partenaires d'un de mes événements. Oui, c'est ça. Et moi, je les porte très souvent, les Even Realities, parce qu'elles ont on ne voit pas que ce sont des lunettes de réalité augmentée. Et je m'en sers en tant que prompteur. Donc là, je ne les porte pas, mais je les utilise soit pour des podcasts, soit pour certaines émissions. Donc tu as trouvé des usages? Il y a des usages. Mais le plus important, c'est qu'on ne voit pas que ce sont des lunettes de réalité augmentée. Or, l'enjeu, il est là. C'est probablement pour cette raison qu'Apple ne s'est pas encore lancé dans une paire de lunettes. C'est que le design est très important chez Apple et qu'il va falloir inventer un form factor qui permette de se fondre dans l'usage qu'on a au quotidien, parce que porter une paire de lunettes avec des caméras qu'on voit, avec un casque qui est surdimensionné, je ne pense pas, encore une fois, que l'usage sera accepté par le grand public. C'est pour ça que commencer par des applications professionnelles, ça fait tout à fait sens, parce que le livreur d'Amazon, on lui dit tu portes ses lunettes, et puis il peut les porter juste pendant 2 minutes, et puis après il n'a pas besoin de les avoir. Plus que le design, je pense qu'il y a aussi une question de taille, en fait, et la question, c'est aujourd'hui, il y a deux gros problèmes sur les lunettes de réalité augmentée, c'est la batterie. Comment on a une batterie suffisamment petite pour qu'on puisse avoir les lunettes toute la journée, qu'il ne faut pas les recharger toutes les 2 secondes, parce que sinon c'est pas pratique. Et il y a la question de l'écran. Aujourd'hui, quand Meta a un prototype qui s'appelle Orion, l'écran coûtait des dizaines de milliers de dollars, parce que c'est des verres qui n'existent pas aujourd'hui à grande échelle. Donc ça coûte très cher. Et Meta doit d'ailleurs présenter des nouvelles lunettes la semaine prochaine. Je crois. Avec Pernova, qui est la semaine prochaine dans leur événement Connect. Qui serait aux alentours des $800, mais avec aussi un affichage... Voilà, mais certainement moins poussé que ce qui sera le but ultime, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour arriver à faire des choses dans tous les rêves qu'on voit souvent dans les présentations un peu fantasmées. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà... il y a plein d'acteurs qui arrivent, on sait qu'Apple travaille dessus, c'est peut-être la prochaine étape. En tout cas, le côté professionnel, moi j'y crois que ça va arriver je crois que ça va arriver très vite. Le côté grand public, peut-être un peu plus tard. Marion? Alors, ce qui est intéressant, juste, excuse-moi, je te coupe, tu ne portes pas de lunettes. Non. Jérôme ne porte pas de lunettes. Je porte des lunettes, mais pas ici. Moi, jamais. Et toi? Moi, non, pas du tout. Donc, moi, je ne mettrais pas de lunettes de réalité augmentée. Ça, pour moi, ça serait... Mais est-ce que tu serais prêt à porter des lunettes? Parce que tout ce qu'elle t'apporte est assez intéressant pour que tu puisses porter des lunettes alors que tu n'as pas besoin de correction. Franchement, je ne pense pas. Après, si c'est des lunettes de soleil, parce que je mets des lunettes de soleil quand il y a du soleil, mais des lunettes comme ça, juste mettre des lunettes avec des faux verres qui ne servent à rien, je ne me vois pas le faire. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Peut-être que ça sera tellement bien qu'on sera obligé de le faire. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne le ferai pas. Oui, on a fini là-dessus? Non, je dis que ça va aller vite, oui. Ça a quand même pris plus de 20 ans. Hein. Les Google Glass, Loïc Lemer les testait déjà sur le web, je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, et ça ne marchait pas, c'était un produit qui allait être compliqué. Maintenant, ça fait 20 ans, donc peut-être qu'effectivement, il y aura un coup d'accélérateur. Mais pour quel marché, honnêtement? Ça fait longtemps. En plus, Meta, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, qu'ils ont investi des dizaines de milliards dessus. Donc, c'est clair que...
on dit que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera jamais finalement. Ça, c'est une possibilité. Moi, je pense que ça va finir par arriver parce que la technologie s'améliore. La question, après, ça sera le prix en fait. Et puis, je pense que si tout le monde converge là-dessus, c'est qu'il y a sans doute des roadmaps qu'ils savent que dans 5 ans ou 6 ans, ils arriveront à intégrer toute cette technologie. C'est le nouveau device, moi. Bien sûr. Je pense que la lunette connectée va les nouvelles technologies de batterie qui vont arriver. Ce que dit Mark Zuckerberg, et je pense qu'il dit les lunettes connectées, c'est le meilleur appareil pour l'IA en fait. Donc lui, il parie sur ça. En fait, ses lunettes, elles avancent. Parce qu'il ne fait pas de smartphone, Jérôme. Mais non, mais en fait, ça fait. Enfin, je sais pas, si on veut traduire un menu, par exemple, c'est plus facile de le faire en regard directement plutôt que de sortir son téléphone, des choses comme ça, ou traduire instantané une conversation, c'est mieux avec des lunettes qu'avec un téléphone. Donc je pense que sur ce point, il a raison. C'est vrai que les lunettes ou un autre, on sait que OpenAI travaille sur un autre type d'appareil, mais le smartphone n'est pas la meilleure façon d'utiliser une IA dans le futur, en tout cas. Bon, écoutez, on ne sait pas quand ça va sortir tout ça, mais la bataille va être rude. Hein. Samsung a ses lunettes qui vont arriver. Il y a Meta, Google et Samsung, je crois que c'est les mêmes. Je crois que Google c'est ça, exactement. a fait appel à Samsung pour... voilà, on a qui d'autre? Amazon, Apple en aurait aussi dans ses cartons. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau des lunettes connectées. Bruno, tu n'as pas de lunettes connectées sur toi, là? Non, je crois pas. Que je vérifie, non. Allez, on enchaîne avec un autre sujet signé Amazon, c'est Zoox. Est-ce que vous connaissez Zoox? Zoox, c'est un peu le Waymo d'Amazon, quoi. C'est-à-dire que en fait, vous savez, tous ces géants de la tech investissent dans plein de domaines. Alors, un peu dans la santé, un peu dans l'espace, et puis un peu aussi dans la voiture, et en tout cas, les mobilités du futur. C'est ce qu'a fait Amazon avec Zoox, qui est dirigé d'ailleurs par une francophone qui est africaine et que je rêve de recevoir dans Tech & Co. Donc, je lance l'appel. Voilà, la patronne de Zoox au niveau mondial vient de temps en temps en France. C'est Yves Met qui m'avait raconté ça, donc j'aimerais bien qu'elle vienne un jour nous voir sur le plateau de Tech & Co. Voilà, les appels sont lancés. Et alors, l'info de Zoox est assez intéressante parce que après Los Angeles, ils lancent leur robotaxi gratuit pour le public à Las Vegas. Et donc, voilà, un nouvel arrivant dans une ville en plus hyper tech, hyper touristique, etc. Voilà, c'est un écrin, Las Vegas, pour présenter les nouveautés. C'est cool. Et donc, voilà, Amazon, là aussi, prend cette direction de la voiture autonome. Marion. C'est le grand fantasme du moment depuis allez, ça fait une dizaine d'années qu'on parle des robotaxis, que c'est effectivement ces voitures volantes qui font rêver un peu tout le monde. Oui, alors sur Las Vegas... on n'est pas sur du volant là, hein. Non, c'est pas sur du volant, mais c'est un peu dans le même esprit. Oui. Mais c'est des voitures qui roulent, qui s'arrêtent au feu rouge et tout. Voilà, enfin en théorie. Faut mieux. Mais il faut aller vite parce que la Chine avance très très vite aussi sur ça. Si vous regardez un petit peu du côté des derniers tours de financement de sociétés chinoises qui sont soutenues d'ailleurs par les géants comme Alibaba ou Ant, la branche financière d'Alibaba. Oui, les Américains, il faut qu'ils avancent vite. Hein, ça va arriver. Ils vont commencer à exporter probablement. Donc, oui, on est en plein dans le trend de ces voitures autonomes. Alors, Zoox fera tout le tour du Strip, dans un rayon de 5 km autour du Strip. Je le disais, c'est gratuit. Et ça, c'est un super coup de pub, parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir, au lieu de prendre un Uber, tester ce truc-là. Et quand tu es monté dans ce type de véhicule, tu l'as fait à San Francisco, c'était Waymo. Waymo. Oui. Bah, après, tu es convaincu, tu en parles à tout le monde, c'est la meilleure pub. Donc c'est malin aussi comme je trouve. Oui, c'est malin, mais en même temps, ça y est, on commence à être sur un océan rouge. Waymo, Tesla Robotaxi, Zoox, Cruise. On commence à avoir pas mal d'acteurs. Hein. Ouais, enfin, les robotaxis de Tesla, ils ont l'air d'être un peu en retard. Hein. Oui, mais bon, ça y est. On est dans le mouvement est là, en Chine aussi. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en Europe, on est complètement à la ramasse. Ah non. Ça va arriver. Beidou va mettre ses voitures en Europe. Alors, ça va arriver, ça fait combien de temps qu'on dit ça, Jérôme? Après, il y a une question de réglementation aussi. Mais la réglementation n'évolue pas. Alors, sur la réglementation, là, le 26 septembre, il y a un truc qui va se passer a priori. Je crois qu'en Europe, les prochaines Tesla, enfin les Tesla qui sont en autonomie
autonomie complète, en FSD supervisé, vont pouvoir gagner un cran d'autonomie. A priori, c'est une information qui circule sur les réseaux de Tesla autour du 26 septembre. C'est-à-dire qu'il y a eu une directive qui a été votée. On déplombe une réglementation. Alors, évidemment, ce ne sera pas le même niveau d'autonomie qu'aux États-Unis. Ce sera que sur autoroute. On va gagner un peu plus en autonomie, mais on avance vraiment au petit pas. Alors qu'en Chine et aux États-Unis, ça va à une vitesse dingue. Il y a des États qui franchement, laissent une totale liberté à des expérimentations de véhicules autonomes. Et ce qui fait que je pense que la population européenne, de manière générale, ne croit pas en fait, aux véhicules autonomes, probablement de ce fait. Après, il faut l'avoir vécu pour commencer à y croire. Je pense après, il y a plusieurs choses. Déjà, du côté de réglementation, où ça, c'est clair qu'on s'adapte beaucoup moins vite en Europe qu'aux États-Unis. Il y a aussi le côté conduire dans une ville américaine, c'est plus simple que conduire à Paris, par exemple. Donc ça, aujourd'hui, quand tu vois le strip... Voilà. Est-ce que la technologie aujourd'hui... C'est pas le boulevard Sébastopol, quoi. New York, c'est compliqué quand même. Oui, mais là, à New York, par exemple, il n'y en a pas de voiture autonome à New York. Les premiers tests vont commencer là avec Waymo, qui a obtenu le droit de faire des tests avec un chauffeur derrière le volant pour reprendre le contrôle si possible. Donc il y a ce côté-là. Excuse-moi, je te coupe, San Francisco, c'est pas la ville idéale pour ça. Pour conduire, enfin, à San Francisco, c'est des lignes droites. Ouais, mais il y a aussi il n'y a pas de petites rues. C'est une ville qui est sur une petite montagne. Enfin, il y a plein de. Il y a des petites routes, il y a des petites rues aussi. Pour avoir habité à San Francisco et à conduire beaucoup à San Francisco, c'est pas très compliqué de conduire à San Francisco quand on a conduit dans des villes européennes. Donc il y a ce côté-là. Et après, moi, je pense que ce qui est plus embêtant que la réglementation, c'est le fait que aujourd'hui, les gens qui font de la voiture autonome, c'est des gens de la tech. C'est Google, c'est Amazon, c'est Baidu en Chine. Aujourd'hui, en Europe, on n'a aucune boîte qui est capable de faire de la conduite autonome. Et donc, les constructeurs, quand ils devront lancer des voitures autonomes, ils seront obligés d'aller licencier la technologie de Google ou de Waymo, par exemple, parce qu'on ne l'a pas. Et en fait, la valeur d'une voiture autonome, bientôt, ça ne sera plus la voiture en tant que telle, ça sera le logiciel qui sera derrière. Et donc, la valeur ajoutée, au lieu de revenir aux constructeurs européens ou elle reviendra à Google ou à Amazon ou à tout d'autre. Donc ça, c'est vraiment le point qui est pour moi inquiétant. Après, quand on voit Stellantis, pour rattraper l'actu, Stellantis qui a arrêté de développer, de dépenser de l'argent justement sur son logiciel de véhicule autonome. Là, ils ont annoncé ça il n'y a pas longtemps. Combien de temps on en parle, la voiture autonome? Google, ça fait 20 ans qu'ils font ça quasiment. Je crois que c'est 2007 qu'ils ont commencé. Qui a aujourd'hui, quel constructeur automobile européen, mais même japonais ou américain, a l'argent? General Motors a commencé, ils ont arrêté. Donc il n'y a que les grands de la tech qui ont l'argent et ceux qui vont capter, qui vont remonter la valeur de la chaîne automobile. Et voilà. Bruno, tiens, est-ce que tu vois au Québec des véhicules autonomes se balader? Il y a des robotaxis là-bas chez toi? Non, il n'y en a pas du tout. Au Canada, ce n'est pas encore entré, la législation ne permet pas. Il y a des tests qui sont faits, mais ça ne permet pas de circuler autonome, là, sans aucun pilote, non. Mais je veux juste revenir sur Zoox, parce que moi, en décembre dernier, j'avais eu la chance de l'essayer, parce que ça fait quand même 2 ans que ça circule à Las Vegas. Là. C'est vrai. Mais en décembre dernier, j'avais essayé, et j'avoue que j'avais plus apprécié l'expérience dans ce petit véhicule qui ressemble plus à une cabine de téléphérique à 4 places que quand j'avais été tester Waymo, puis même les voitures avant ça de d'autres fabricants, là, où on était dans une voiture de taxi, mais ça paraît qu'il manque quelqu'un devant le volant. Tandis que le Zoox, c'est une petite boîte. Il y a 4 places, on s'assoit et puis la petite boîte se déplace. C'est pas du tout la même expérience. Puis d'autant plus qu'à Las Vegas, il y a tellement de trafic que ça se déplace tranquillement. On est sur le strip qui se promène entre Luxor, New York, pour les gens qui connaissent ces hôtels-là. Et donc, ça se déplace, mais ça n'a rien à voir avec un Waymo qui part d'un point A à un point B, fait des virages, fait des arrêts, passe à des lumières, a des stops. On n'est pas dans la même expérience, là. Voilà. Ça passe, cette petite voiture. On l'a peut-être pas dit, c'est vrai que Bruno en a parlé, c'est que ce n'est pas une voiture en fait en tant que telle. Non. C'est un véhicule qui a été conçu pour ça, où il y a 2 personnes qui soient en face du trafic et 2 personnes qui sont au dos au trafic. Donc voilà, donc c'est totalement différent. Et, c'est une navette, quoi. C'est comment on peut... Oui, exactement. Oui, voilà, c'est une navette. Oui, c'est plus simple d'ailleurs de faire une navette parce que tu as un parcours qui est bien défini, donc tu peux imaginer ça dans les aéroports, tu peux imaginer ça en fait dans des lieux où les parcours sont vraiment définis, mais Waymo ou Robotaxi de Tesla, c'est radicalement différent. Et ça, mais la Chine avec Baidu, ils sont très en avance aussi sur le déploiement à Pékin, à Shanghai. Enfin, ils ont déjà des robotaxis, ça n'est pas de la science-fiction du tout. Ben voilà.
Vivement qu'on puisse tester ce genre de petit véhicule. On sera au CES de Las Vegas et on va tout faire pour pouvoir aller de notre hôtel jusqu'au Convention Center. Bon courage. Pourquoi pas? Ça va être compliqué, hein. Ouais. Voilà, Jérôme nous casse le rêve. Il nous dit bon courage. Mais ça me revient en tête. Moi, j'ai testé ça à Singapour. C'était une société française qui... on en parlait la dernière fois. Navia, non? Société de Toulouse. Ouais, qui a fait faillite. Qui a fait faillite depuis et qui avait fait une des premières navettes autonomes dans laquelle je suis montée. Il n'y avait pas de chauffeur, c'est assez déroutant au départ, c'est bien de le dire. Ouais. Mais c'était une société française qui avait décroché un marché tout petit à Singapour pour faire, parce que Singapour, c'est comme Las Vegas. C'est assez simple, il y a des grosses rues, des blocs, etc. Donc, mais il y avait quand même un petit Français. Et ça, c'était en 2015, 10 ans, pardon. Bientôt 20h30, on va marquer une petite pause et on va aller prolonger de quelques minutes ce débrief de l'ActuTech avec Marion Moreau ce soir, Michel Lévy-Provençal, Bruno Guglielminetti et Jérôme Marin. Et on va s'intéresser aux soldats TikTok avec ce rapport de la commission d'enquête sur TikTok qui a été dévoilé. C'est quand même assez fort quand même, hein, les décisions qui ont été prises. Interdiction aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un couvre-feu numérique aussi. On va revenir là-dessus parce que si c'est une décision qui passe au niveau européen, ça va changer beaucoup de choses. On en parle dans un instant. Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'ActuTech ce soir, 20h31 sur BFM Business. Encore une fois, un grand merci d'être là, comme chaque soir. Ce soir, pour débriefer l'actu, nous avons Marion Moreau, qui est journaliste et fondatrice d'Hornor Media. Bruno Guglielminetti en visio depuis Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. On va parler de TikTok et avec ce rapport qui était attendu, et il est cinglant. Sur 273 pages, la commission d'enquête sur les conséquences psychologiques de l'utilisation de TikTok par les mineurs pointe en fait les effets dévastateurs de la plateforme et dresse pas moins de 43 recommandations pour protéger les plus jeunes. Les explications de Paul Waller, et on revient juste après pour débattre sur ce sujet assez lourd quand même. TikTok, un poison pour la jeunesse qui rend addictive. Pour éviter ces dérives, un meilleur contrôle sur l'algorithme est essentiel, selon le député PS et président de la commission d'enquête, Arthur Delaporte. Je pense qu'on doit apporter, c'est comment on arrive à réguler l'algorithme et à faire que les mineurs n'ont plus finalement un algorithme qui va choisir de leur proposer des contenus problématiques, mais qui peuvent eux-mêmes déterminer ce qu'ils voient. Ça, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes aujourd'hui. Le rapport prône aussi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mesure soutenue par la ministre démissionnaire du numérique, Clara Chapaz, et la mise en place d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans de 22h à 8h. Mais entre législation européenne et réelle faisabilité, ces mises en place s'avèrent être un casse-tête. Autre recommandation majeure, l'instauration d'ici à 3 ans d'un délit de négligence numérique pour les parents jugés irresponsables. D'ici là, les députés ont également soumis l'idée d'une campagne d'information massive pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux. De son côté, TikTok rejette ces conclusions et se dit être un bouc émissaire du secteur. Voilà, je disais sujet complexe parce que évidemment TikTok fait partie de, je crois que c'est un Français sur 2 qui utilise TikTok à peu près. Enfin, c'est des chiffres qui sont phénoménaux aux États-Unis, c'est un Américain sur 2. Hein. Je ne sais pas si vous avez. Je crois qu'ils ont dit 200 millions en Europe là, ils ont dit la semaine dernière. 200 millions en Europe, il me semble, sur 350 millions d'habitants, je crois. Ouais, voilà, donc ça fait quoi? Oui, un petit peu plus d'un sur 2. C'est énorme. Et quand on met le doigt dans TikTok, on est mort. N'importe qui. Il ne faut jamais le mettre. Non, mais c'est incroyable. Même si vous êtes très méfiant, même si vous faites gaffe, etc., c'est un peu comme un paquet de bonbons Haribo, quoi. Vous dites, ouais, je vais en prendre qu'un, et puis après, c'est cuit. C'est ça qui est terrible. En fait, il y a une espèce d'addiction. Et comment protéger les plus jeunes sur ce sujet? Donc, il y a ces recommandations. La limitation à 60 minutes d'utilisation du réseau social pour les mineurs, la désactivation de la messagerie pour les moins de 16 ans. Voilà, il y a plein de bonnes intentions, mais la question, est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout ça? C'est ça. Il y a une question technique. Je pense que quand il s'agit de protéger les adolescents,
la question technique de l'interdiction de l'accès est plus simple que ce qu'on a pu voir sur d'autres types de services. Parce que, par exemple, un jeune ne va pas forcément installer un VPN comme un adulte pourrait le faire. Encore que, peut-être que je suis un peu naïf. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus complexe peut-être. Et donc, on ne peut pas interdire de manière radicale. Ces outils peuvent être accessibles via des systèmes, en l'occurrence le VPN. Il y a une autre question qui est la question, je dirais, légale ou réglementaire. Est-ce qu'on va prendre une directive à l'échelle française, à l'échelle européenne? Si c'est à l'échelle européenne, ça va être beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir mettre tout le monde d'accord. Donc moi, j'ai un peu peur que ce soit des grands discours. Ces sujets-là autour de TikTok. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. On a eu le même type de discours il y a quelque temps. Finalement, Trump est en train d'enterrer le sujet. De toutes les manières, il va falloir protéger nos enfants et nos adolescents. Et moi, je pense que c'est le rôle des parents, avant même d'être le rôle de l'État, d'agir sur ce sujet-là. Oui, mais ça ne suffit pas, Michel. Ça suffit on le voit, pas, et c'est pour ça qu'on a ces recommandations. Parce que les parents sont débordés et on peut... Oui, mais ils ont quand même un rôle à jouer. Ils ont quand même un rôle à jouer. Non, mais ils ont un rôle à jouer. À un moment donné, il ne faut pas non plus que les parents se désinvestissent complètement de ce sujet-là. Tu as tout à fait raison. Et que l'État prenne le rôle des parents. Mais je crois que les parents, ça ne suffit pas. C'est ça. Non, je n'ai pas dit que ça suffisait, mais j'ai dit que c'est important que les parents vérifient, fassent en sorte de mettre en place, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui existent dans les mobiles, que ce soit sur Android, que ce soit sur iOS. Il y a des outils qui permettent de bloquer certaines applications pour nos adolescents. Pourquoi qu'on ne facilite pas aussi, pourquoi on ne fait pas des campagnes qui permettent d'expliquer ce genre d'outils qui existent aujourd'hui? Il n'y a pas besoin de créer une nouvelle loi pour ça. On peut le faire. Moi, je sais, je suis un peu geek, donc je peux les utiliser, mais peut-être qu'en facilitant l'accès à ces outils, on peut aussi commencer à régler ce problème-là pour nos adolescents. Marion ? Je vais être un peu moins sur l'usage par rapport à ce que dit ce rapport de la Commission. Pareil, j'ai envie de le remettre dans un contexte de séquence internationale. Vous savez que Donald Trump fait une campagne au travers de son secrétaire d'État, Marco Rubio, sur les sanctions infligées à Google récemment. Le DSA, les États-Unis se payent le DSA quand même. Et là, moi, j'ai envie de le remettre un peu au regard de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en France. Parce que il y a quand même aujourd'hui à l'échelle de la France, certes, un débat qui est nécessaire, qu'il faut remettre à la fois dans le contexte européen où il y a un Digital Service Act qui quand même encadre un petit peu tous ces acteurs-là. Aujourd'hui, dont TikTok, qui a fait déjà l'objet à la Commission européenne de nombreux autres rapports. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien et c'est nécessaire que la France prenne auditionne. Je te disais il y a 5 minutes que j'ai un confrère journaliste qui a été auditionné par l'Assemblée nationale, qui est journaliste à Arte, qui a mis 3 semaines pour se remettre de son enquête sur les algorithmes de TikTok. C'est dire à quel point c'est dévastateur. Donc quand c'est 3 semaines, juste pour quelques heures d'études approfondies, imaginez ce que ça fait sur les cerveaux de nos adolescents au quotidien. Par contre, je mettrais aussi par extension à ces sujets de citoyenneté et d'impact du numérique, la France est moins regardante et je trouve que ça mériterait une commission là-dessus, sur l'autorisation de l'intelligence artificielle dans les caméras algorithmiques qui ont été installées pendant les JO, que l'Europe n'a pas validé et que la France a conservé. Voilà, faut pas l'oublier. Voilà. Ouais. On est en train de débattre de plein de choses importantes pour l'avenir et ça me paraît quand même un sujet important aussi. On va donner la parole à Jérôme. Bruno, est-ce que tu as eu le temps de lire un petit peu ces recommandations ? J'ai lu, j'ai même fait un papier là-dessus sur Bon Carnet. Pour le chiffre exact en France, c'est 21,5 millions d'utilisateurs. Donc c'est un Français sur 3, quoi. Oui, c'est quand même pas mal de monde. Et le problème, je vous dirais que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce travail qui a été fait là, c'est qu'on remet la question sur la table. Je pense qu'on la remettra jamais assez. Ça permet à des médias d'en parler, de ramener, et tout le monde va faire ça. Après, il faut mettre en place de l'éducation. Il faut trouver des campagnes, il faut le mettre même probablement dans le cursus.
d'éducation, d'éveiller la conscience des jeunes, qu'ils se rendent compte eux-mêmes de l'impact que ça peut avoir. C'est sûr qu'il y aura toujours des cas plus troubles où ça sera dévastateur, mais si on peut aller sauver la majorité des gens, et puis après, dans certains cas très précis, faire de l'intervention auprès des jeunes, ça sera ça. Mais d'arriver comme ça avec un système de couvre-feu pour les 15-18 ans, bonjour, d'essayer de mettre ça. C'est pas les opérateurs qui vont le faire. TikTok, ils vont tout simplement vous couper le système en France. Ils vont pas commencer à investir là-dedans. Alors, ça va revenir essentiellement aux parents de le faire. Après, les opérateurs, s'il y a une décision, on va dire... Même TikTok, on sera obligé de le faire. Oui, voilà, c'est ça. Même si c'est TikTok. Jérôme? Non, mais je pense qu'il y a deux questions à se poser. Si on se demande est-ce que les réseaux sociaux vont être interdits au moins de 15 ans, il y a deux questions à se poser. La première, c'est qu'on ne peut pas le faire au niveau français. C'est forcément une directive européenne. Et on sait que Clara Chapaz a évoqué l'idée il y a quelques mois qu'elle travaille ou qui a travaillé, parce que, comme vous savez, le gouvernement a démissionné, pour essayer de convaincre plusieurs pays en Europe, notamment l'Espagne, l'Italie, pour avoir une majorité au sein du Conseil européen, pour pouvoir adopter une législation qui interdirait les réseaux sociaux au moins de 15 ans en Europe. Donc ça, c'est le premier point réglementaire. Le deuxième point, c'est le point technique, c'est comment on vérifie l'âge des enfants. Alors aujourd'hui, quand vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les sites pornographiques en France sont interdits au moins de 18 ans, c'est le cas en Angleterre, et la vérification, je crois, c'est une caméra, en fait, qui va déterminer avec un algorithme ton âge. Ça se passe également en Australie. L'Australie, aujourd'hui, je parle d'Australie parce que c'est le seul premier pays au monde qui a interdit les réseaux sociaux au moins de 16 ans, il me semble. Ça va rentrer en vigueur l'année prochaine, et ils ont publié des études sur des études techniques, et en fait, on se rend compte dans ces études que pour détecter les adultes, il n'y a pas de problème, l'IA est capable de détecter les adultes. Dès qu'on se rapproche des 15 ans, là, l'IA, elle est beaucoup moins adaptée. Et notamment, alors il y a plusieurs, par exemple, pour les filles, c'est beaucoup moins précis. Pour les personnes qui ne sont pas blanches, c'est aussi moins précis. Donc il y a des cas d'études où on voit en fait que l'IA n'est pas capable de déterminer l'âge. Et c'est là, donc pas assez fiable. Et en plus, en Europe, on rajoute qu'il y a le RGPD. Est-ce que demain, on va accepter, par exemple, que chaque photo de chaque adolescent soit stockée, ou en tout cas, soit scannée par un acteur dont on ne sait pas ce qu'il en fait après. Donc ça, c'est une autre question aussi. Il faudra des règles très précises sur ça. Donc il y a plein d'obstacles en fait à résoudre. C'est pour ça que je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps avant que ça se mette en place. Après, c'est vrai que le téléphone est on va dire le premier vecteur de TikTok aujourd'hui. Si tu arrives, tu vois, quand il y a Face ID par exemple sur les iPhones, et il y a d'autres systèmes de reconnaissance faciale sur Google, si on arrive et un téléphone appartient à quelqu'un, un individu. Si on sait que cet individu a moins de 15 ans, à ce moment-là, tu peux tout bloquer. En théorie, oui, tu le sais. Si c'est le parent qui configure le téléphone et qui dit, ce téléphone, le propriétaire de ce téléphone, il a 14 ans. À partir du moment où c'est dans l'OS, l'OS devrait automatiquement suivre les recommandations d'un gouvernement, enfin, je sais pas. Et là, il y a un débat aux États-Unis notamment, il y a un débat très, très important entre Meta, et de l'autre côté, Google et Apple. Meta dit c'est à Google et Apple de vérifier l'âge. Google et Apple disent non, c'est pas à nous, on va pas demander à tout le monde sa date d'anniversaire. C'est des informations trop sensibles, blablabla. Et donc, ils disent c'est chaque application qui devrait vérifier. Et donc, on en est là, en fait. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a aucune consensus sur comment on doit faire et quelle technologie utiliser. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Bruno, depuis le Québec. Merci d'être venu nous voir. Les 120 secondes de tech et son podcast, évidemment, que je vous conseille d'écouter, Mon carnet de l'actualité numérique. Merci à Marion Moreau, Michel Lévy-Provençal et merci à Jérôme Marin. Vous restez avec nous, on revient dans un petit instant avec Léa Benaïm pour le Tech Flash. Kesso Diallo sera là pour la rédaction de Tech & Co. Et puis après, mon invité sera Olivier Mével, qui est le cofondateur d'un objet qui nous a tous fait rêver. Vous vous rappelez du Nabastag, les amis? Bien sûr, j'en ai encore un. Cofondé par Rafi Aladjian et Olivier Mével. Olivier sera avec nous parce qu'il vient de sortir un autre objet qui va nous faire découvrir dans un instant. A tout de suite et merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Et oui, comme chaque soir, le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de la TucTech de ce jeudi, c'est avec Léa Benaïm qui est avec nous. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, OpenAI signe un méga contrat avec Oracle, 300 milliards de dollars sur 5 ans pour entraîner et faire tourner ses modèles d'IA sur le cloud du géant américain. Jusqu'ici, OpenAI s'appuyait sur l'infrastructure de Microsoft Azure, mais avec ce contrat, l'entreprise prend définitivement ses distances avec son principal investisseur.
Également dans l'actualité, Amazon prépare des lunettes de réalité augmentée, 2 versions, une pour ses livreurs qui sortira l'année prochaine et une autre à destination du grand public prévue pour 2027. Amazon est déjà présent sur ce marché mais très discrètement avec les EcoFrame qui ressemblent beaucoup au Ray-Ban Meta mais sans le capteur photo. Et dans l'actualité, Léa, des robotaxis Lyft a commencé le déploiement de ses premiers taxis autonomes à Atlanta. Et oui, mais c'est loin de faire le poids face à Uber et son partenaire Waymo. Le service reste limité. Les taxis sont disponibles uniquement en journée du lundi au vendredi et ils n'ont d'autonome que leur nom car pour l'instant un chauffeur de sécurité reste derrière le volant. De son côté, Uber, qui est déjà présent à Austin, arrivera à Dallas d'ici la fin de l'année. En France, après 6 mois d'enquête, la commission parlementaire sur les réseaux sociaux a rendu son rapport. 43 recommandations radicales pour, je cite, sortir nos enfants du piège TikTok. Parmi elles, un couvre-feu numérique pour les adolescents et l'interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. En réponse, TikTok a sans surprise indiqué qu'il rejetait catégoriquement la présentation dite trompeuse de la commission. Et enfin, Optimus de Tesla va avoir un nouveau concurrent. Le géant chinois Ant Group a présenté son premier robot humanoïde. Il s'appelle R1 et parmi ses fonctions, il peut servir de guide touristique, il peut trier des médicaments dans les pharmacies, fournir des consultations médicales ou même cuisiner. Pour le moment, on ne connaît pas la date de lancement ni le prix. R1 va d'abord être testé dans des centres communautaires et des restaurants. Et pour finir, l'événement de la semaine, c'est bien sûr la keynote Apple, une keynote qu'on vous débriefe, analyse et commente dans De quoi je me mail, votre émission Tech du week-end. Rendez-vous donc demain à partir de midi en podcast et à 21h30 sur BFM Business. Et en attendant, je vous propose d'écouter un extrait. Le coup de l'eSIM, ça c'est génial. Ça c'est absolument fabuleux de dire, bon voilà, on se débarrasse du lecteur de carte SIM, on fait de la place en plus, on optimise pour mettre de la batterie, mais alors mettez une batterie, au moins qu'une batterie qui soit à la hauteur du produit. Parce qu'on parle quand même d'un produit qui coûte 1 200 €. Ouais. Sincèrement, si on doit le recharger une fois par 1221. 1229 exact. Ah, 1229 juste de base, ça monte jusqu'à 1700. Oui, avec 256 gigas de stockage, les loulous, si vous voulez. Mais c'est pour ça que je parlais de compromis. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Je parlais de compromis parce que quand tu regardes, il faut toujours voir à qui s'adresse le produit et ce que veulent les consommateurs. Je regardais une étude IDC parue il y a quelques mois sur les critères d'achat. Pourquoi les gens achètent un téléphone? Ce qu'ils regardent en premier. Ce qu'ils regardent en premier, c'est pas la marque, c'est pas le design, c'est l'autonomie, c'est la batterie. Ça, c'est le premier critère d'achat en fait. Donc, voilà, les gens, ils veulent de la praticité aussi. L'appareil photo, ça arrive aussi dans les critères d'achat principaux. Voilà de quoi je me mets à retrouver évidemment dès midi demain sur les principales plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube et demain soir donc sur BFM Business. 20h47, direction tout de suite la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et on retrouve tout de suite Kesso Diallo qui est avec nous. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Et ce soir tu vas nous parler d'Uber qui proposera bientôt des trajets en hélicoptère sur son application, carrément. Et oui, après les VTC, ce sera bientôt possible de réserver des trajets en hélicoptère sur Uber. Et ça, en fait, c'est grâce à un partenariat entre la plateforme et la start-up américaine Joby Aviation. Ensemble, elles pourront proposer des trajets en hélicoptère via l'application de Blade, société dont les activités de transport de passagers ont été rachetées par Joby en août dernier. Mais ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'il faudra quand même attendre début 2026 pour réserver de tels trajets sur Uber. Alors, est-ce que ça va marcher en France, cette histoire-là ? Alors, pour l'instant, c'est difficile de le dire parce que Joby n'a pas précisé les endroits où on pourra réserver ses trajets. La start-up, elle a seulement dit qu'elle commencerait par Dubaï l'année prochaine, mais c'est possible que ce service arrive en France parce que Blade est déjà présent dans notre pays. C'est déjà possible de réserver des trajets par hélicoptère sur la Côte d'Azur, donc à Nice, à Monaco ou encore à Saint-Tropez. Et évidemment, Blade est aussi présent aux États-Unis, notamment à New York. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à propos de ces trajets, pour l'instant, ils sont effectués avec des hélicoptères classiques, mais plus tard, ce seront les taxis volants électriques de Joby qui prendront la relève. Voilà, on n'a pas le coût des transports en taxi, ça coûtera un petit peu plus cher qu'un Uber normal, je pense. Sûrement. Merci beaucoup, Kesso. Avec plaisir. Kesso Diallo de la rédaction de Tech & Co. Et il est temps de retrouver un objet insolite sur le plateau de Tech & Co. avec un personnage spécialiste des objets connectés qui nous a rejoint. Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et je suis très heureux d'accueillir Olivier Mével. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Vous êtes le fondateur de Multiplier, qui est une maison d'édition d'objets technologiques créatifs, poétiques, vivants. On va voir avec les petits objets que vous avez apportés sur ce plateau. Vous êtes un pionnier français de l'Internet des objets depuis 2003. Vous êtes le co-créateur du légendaire Nabastag avec notre ami Rafi Aladjian, qui a eu un beau succès à l'époque. Hein. C'était quoi, il y a 20 ans ? Il y a 20 ans, oui, ça a été un sacré succès. D'abord, c'était le premier objet connecté à Internet. Un petit lapin en plastique qui bougeait ses oreilles. Ouais, qui était connecté au Wi-Fi. Il était connecté au Wi-Fi, c'était le premier au monde. Et on en avait vendu 150 000 quand même. Ouais, et, pas mal. Et c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. C'était un objet très hype, hein, qui marchait au-delà de nos frontières. Hein, Alors, qui marchait et qui marche encore. Hein. Moi, j'ai créé un projet pour le faire revivre. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont repris leur Nabastag, qui ne l'avaient pas jeté et qui l'ont refait. Redonner vie, ils l'ont redonné vie. Alors que, bon, donc on le disait, Nabastag, c'était il y a quoi, il y a 20 ans, après. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps ? Vous étiez venu sur ce plateau il y a 2 ans pour nous parler du revival du Minitel. Qu'est-ce que vous avez fait comme projet ? En 2 ans, j'ai inventé des tas d'autres objets inutiles. J'ai aussi monté un bureau d'études qui là travaillait pour des choses beaucoup plus, dites utiles. Mm-hmm. Et depuis 3 ans, en fait, j'ai créé Multiplier, qui est une maison d'édition pour des objets créatifs technologiques, quoi. Et donc, il y avait le Minitel, il y a eu le Nabastag, il y a eu d'autres choses. Okay. Voilà. Et aujourd'hui, il y a la machine. La machine, voilà, qui s'appelle de manière générique la machine. La machine. Bon, alors, Olivier, il va falloir quand même tout nous dire là-dessus. C'est quoi cette petite machine qui est sur le plateau de Tech & Co ce soir ? Alors, la machine, c'est là, il y en a 3. Bon, là, il y en a 3. Bon, okay. C'est une recréation, en fait, d'un objet mythique. Bon, je vais la laisser finir. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe là ? Là, en fait, j'ai activé le bouton. Et en fait, la seule chose que fait cette machine, c'est qu'elle s'ouvre et qu'elle s'éteint. Elle va repousser l'interrupteur. Alors, il faut savoir que c'est un objet qui a été inventé en 1952 par des figures de l'informatique. Il y a Marvin Minsky, qui était un des pionniers de l'IA à l'époque, et Claude Shannon, qui était l'inventeur de la théorie de l'information. Il travaillait au laboratoire Bell, je crois, Marvin. Et ces gens-là, à l'époque, la tech était peut-être un peu plus drôle. En tout cas, ils ne trouvaient pas d'autre chose à faire que d'inventer des gadgets. Et donc, ils ont inventé cette machine qu'ils ont appelée la machine ultime, et qui était une machine qui s'éteignait automatiquement. Et donc moi, ça fait très longtemps que je veux revisiter ce concept-là. Avec le Nabastag, je pense que c'était encore un peu utile. Donc là, c'est vraiment l'idée d'aller vraiment jusqu'au bout. Oui, parce que Nabastag, rappelons-le, à l'époque, ça faisait plein de trucs. Ça faisait plein de trucs, ouais. Voilà. Ça donnait de l'information, ça avait une utilité, on va dire. Voilà. C'était les prémices de l'objet connecté avec affichage. C'est ça. Et puis, c'était aussi les prémices des objets, des enceintes connectées. Oui. Donc, néanmoins, en fait, ce que les gens ont retenu de Nabastag, parce que moi, j'en ai vu plein, c'était quand même qu'ils aimaient bien qu'ils disent des bêtises pendant la journée, qu'ils donnent l'heure approximativement et qu'ils fassent un peu de bruit. Donc, mais c'est ça. Les trucs, on va dire, un peu humains, quoi, finalement. Enfin, des choses, des petites facéties. Voilà, c'est ça, absolument. Ou en tout cas, quelque chose qui rendait l'objet vivant. Et donc là, l'idée, c'est de prendre cet objet un peu mythique et de lui apporter de la personnalité. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas avec lui ou avec elle, la machine, une fois par jour, elle vient vous titiller, elle s'ouvre et elle vient vous rappeler qu'elle existe. Et puis, il n'y a jamais aucun comportement identique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des milliers de combinaisons et en fait, elle va tout simplement vous surprendre à chaque fois. C'est-à-dire que là, vous l'avez mise en route. Et c'est rigolo parce qu'on dirait un petit animal qui n'a pas envie qu'on l'ennuie, quoi. Voilà. Donc, vous la mettez en route, elle fait du bruit, etc. Et il y a une espèce d'un bras qui va venir l'éteindre en disant bon, ça suffit maintenant. Voilà, exactement. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la machine ultime. Et ça ne fait que ça. Ça ne fait que ça. Ça sert à rien.
ça ne fait que ça. C'est juste pour s'amuser, quoi. Alors, c'est un jouet. Je pense que ça questionne aussi, parce qu'on dit ça, c'est inutile. Bon, est-ce que les autres, ils sont vraiment aussi utiles? Et puis, c'est aussi une façon de vivre et d'utiliser la techno ou la tech pour quand même des objets qui sont un peu plus joyeux que ce qu'on a peut-être l'habitude de voir ces temps-ci, quoi. Donc voilà, ça s'appelle la machine. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des composants. Enfin, techniquement, il y a quoi à l'intérieur? Techniquement, il y a un moteur. Techniquement, il y a une carte, il y a une batterie. Il y a un logiciel qui est écrit dans un langage qui s'appelle Erlang, qui était très proche du langage qui était utilisé dans les années 50. Ah ouais. Oui, on a fait vraiment les choses, les sons à l'ancienne. À l'ancienne, exactement. Les sons sont faits par un artiste qui les fait lui-même avec des bruits, etc. Les mouvements sont chorégraphiés soigneusement. C'est open source, c'est fabriqué en France. C'est connecté à quelque chose, à un réseau, à un Bluetooth, un Wi-Fi? Non, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas de ça se met pas à jour. Non, il n'y a pas besoin de mettre à jour. Enfin, on met des piles et c'est parti. Voilà. Enfin non, vous la rechargez et puis pendant 3 mois, vous pouvez jouer, quoi. Voilà. Alors juste pour qu'on rigole encore une fois. Encore. Allez, voilà, remettez-la en route. Ah là, ça c'est la fonction de base. C'est-à-dire c'est-à-dire que elle appuie tout de suite. Elle fait pas de. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs actions différentes. Il y a des milliers d'actions. Voilà. Là, elles sont en démo, donc voilà. Ok. Voilà. Et alors, c'est fait en France, ça? Ouais, c'est fabriqué en France. D'accord. Normandie. En Normandie. Voilà. Et alors, où est-ce que ça s'achète? Vous pouvez l'acheter sur la-machine.fr. Et là, il y a une première série de 2500. Là, j'en ai vendu 1000 en 48 heures. Donc, pas mal. Il faut, ouais, pas mal. Et c'est qui achète ça? C'est les nostalgiques de Nabastad? Franchement, il y a de tout. Hein. Il y a de tout? Ah oui, il y a vraiment de tout. Et on est à 79, c'est ça? 79 €? 79 €, ouais. Voilà. Bon, écoutez, c'est un gadget sympa. Ouais. Et puis, au moins, vous avez un cadeau. Quand vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, vous offrez ce truc-là. Vous aurez une petite histoire à raconter, quoi. Exactement. C'est comme la Bastag, c'était la moitié était offert. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Et bon vent avec la machine, donc. Ça donne envie d'appuyer sur le petit bouton, en fait. Oui. C'est vrai, c'est ça. Eh bien voilà, ce Tech & Co est terminé avec la machine. Je vous souhaite une très très belle soirée, un bon week-end. N'oubliez pas demain, donc, de quoi je me mail. Et on sera de retour, évidemment, lundi prochain, dès 19h30, en direct, à la radio, à la télé. Merci de nous suivre, en tout cas, et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.